Fables et légendes du Japon par Claudius Ferrand. L'unique parapluie. Un beau soir d'été, le ciel est parsemé d'étoiles, au milieu desquelles la lune, dans son plein, trône comme une reine. Le boulevard de Masagosho est noir de monde, flâneurs attitrés qui s'ennuient chez eux le soir, touristes de passage qui viennent étudier les curiosités de la rue, amateurs à la recherche de quelque objet nouveau, étudiants et étudiantes en quête de distraction, sœurs aînées ou grand-mères promenant, attachées sur leur dos, un marmot qui dort ou piaille. C'est un perpétuel va-et-vient d'ombres qui se détachent en noir sur la lumière projetée par la lune. De temps à autre, des cris variés. C'est un kurumaya qui se fait un passage à travers la foule. Il tire en courant sa voiture sur laquelle se prélasse un monsieur à la dernière mode, tout fier de voir qu'on se dérange pour lui. Ou bien, c'est le marchand ambulant de vermicelle. Il porte sur l'épaule un long bambou aux deux extrémités duquel se balancent les longues boîtes qui contiennent la soupe fumante. C'est encore le masseur de profession, aveugle et grave. De la main droite, il tient un long bâton, dont il se sert pour assurer sa démarche incertaine. Et de la main gauche, un petit sifflet, qu'à intervalles réguliers il porte à la bouche pour en tirer ce son particulier, semblable au cri de la chouette, qui le fait reconnaître partout. De chaque côté de la rue sont alignés les petits magasins, coquets et gracieux, brillamment éclairés, les uns par des lampes à pétrole, les autres à la lumière électrique. Largement ouverts à tous les regards, ils exposent sans aucun mystère leurs marchandises diverses, rangées dans un ordre élégant. Ils sont un peu délaissés le soir. La foule préfère circuler devant les nombreux étalages qui se succèdent de chaque côté du boulevard, à une petite distance des maisons. Ces étalages consistent en un simple tapis ou une mince natte étendue sur le sol. Éclairés par des lampes fumeuses ou des lanternes bigarrées, ils forment un panorama ravissant que dépare à intervalles réguliers l'ombre épaisse des énormes et disgracieux poteaux du télégraphe ou du téléphone. Là sont alignés avec goût et élégance tous les objets à la mode du jour, fleurs et fruits de la saison, bijoux faux, lunettes de myope ou de presbyte, étoffes et soieries, porcelaines et ustensiles de ménage, bouquins et vieilles revues, jouets d'enfants, sucreries et pâtisseries alléchantes. Derrière chaque étalage, assis sur les talons et fumant tranquillement sa pipe, le marchand ou la marchande attend les acheteurs et invite les passants. Les spectacles sont variés. Voici le bouquiniste, devant l'étalage duquel les étudiants s'arrêtent. Ils contemplent et feuillettent de vieux livres, que la plupart du temps, ils n'achèteront pas. Car l'étudiant, en général, loge le diable dans sa bourse. Ici, c'est le diseur de bonne aventure, le voyant de l'avenir. Il est assis devant une petite table, sur laquelle sont posés les bâtonnets mystérieux aux chiffres fatidiques. Grave et solennel, il attend que quelques naïfs viennent lui confier ses secrets, et moyennant 3 sous, apprendre de sa bouche la solution d'un problème d'avenir. Là, c'est le charlatan bavard qui vend des drogues auxquelles il décerne un brevet d'efficacité infaillible, déblatère contre les médecins qui tuent le pauvre monde, et vendra 5 sous une fiole merveilleuse. À quelques pas de lui, un jeune homme à la faconde intarissable, monté sur un tréteau et dominant la foule du geste et de la voix, vend aux enchères des étoffes que tout naturellement il déclare inusables et de qualité supérieure. Plus loin, nous rencontrons le calligraphe habile, accroupi devant une immense feuille de papier. Il trace sur elle, avec un pinceau qu'il s'est fixé au front, des caractères chinois, dont tout le monde s'accorde à proclamer le dessin admirable. En face, sur une table recouverte d'un tapis, est installé un phonographe discret, du sein duquel s'échappent, comme autant de rayons, de longs tubes en caoutchouc. De nombreux auditeurs ont acheté pour 1 sou le droit de s'enfoncer ces tubes dans les oreilles, et ils écoutent, immobiles, la mélodieuse symphonie. Enfin, pour terminer, voici un homme d'un certain âge qui vend des verres de lampe incassables. Ne riez pas, car ce qu'il dit, il le prouve. Il se sert en effet de ces verres de lampe, tantôt comme d'un marteau pour enfoncer des clous, tantôt comme de baguettes de tambour pour frapper sur une planche. Perdu dans la foule, Yotaro se promène. C'est un garçon de 15 ans. Il porte la casquette des étudiants d'un lycée quelconque,
De la main droite, il tient un immense parapluie, grand ouvert. Ce parapluie est en papier huilé, couleur paille à baleine de bambou. Tout le monde peut y lire de loin, tracé en gros caractères, les noms et prénoms de son propriétaire, le nom de sa rue et le numéro de la maison qu'il habite. Quel original! Se disent les passants sans y prêter une plus grande attention, car à cet âge, toutes les fantaisies sont permises. Yotaro rencontre un de ses camarades d'école. Quel est donc, Yotaro, le motif séduisant qui te pousse à porter ce riflard élégant? Pleuvrait-il à torrents sous des cieux aussi pâles? S'il pleuvait quelque chose, il pleuvrait des étoiles. Serait-ce le soleil qui te blesse les yeux? Non, car depuis 1 heure il a quitté nos cieux. Craindrais-tu par hasard l'influence lunaire? Phébé ne brûle pas le monde qu'elle éclaire. Mais alors, pourquoi ce parasol gênant? Devine si tu peux. Je te le donne en 100. J'ai deviné. Tu veux, dans ton orgueil extrême, te faire remarquer. C'est toujours ton système. Que le monde m'observe ou ne m'observe pas, cela m'est bien égal, et ne me trouble pas. Alors tu n'es qu'un fou. Je vais te faire pendre. Un fou? Non, non. Écoute, ami, tu vas comprendre. Pour 4, nous n'avons dans toute la maison que ce seul parapluie. Il fait chaque saison. Quand il pleut, mon papa, pour aller à l'ouvrage, l'emporte. Quand il fait un soleil sans nuages, ma maman le prend pour aller chez le marchand. Si je veux à mon tour me payer l'agrément de le porter parfois, puis-je autre temps le faire que lorsqu'il ne pleut pas et que la lune est claire? Et Yotaro continue sa promenade, le parapluie toujours ouvert à travers la foule. Tout à coup, il se sent violemment arrêté par le bras, tandis qu'un formidable coup de poing vient s'abattre sur sa tête. Le pauvre parapluie, brusquement arraché de la main que le porte, va rouler dans la poussière. Yotaro, distrait, avait failli crever l'œil d'un paisible passant. Il résolut ce soir-là de ne plus exposer l'unique parapluie de la famille à de si désagréables aventures et d'aller désormais le promener dans la campagne, loin de la foule. Les 8 chevreaux. Il y avait une fois une chèvre. Cette chèvre s'appelait Yagi-san. Elle avait 8 chevreaux. Ces 8 chevreaux aimaient bien la chèvre et la chèvre le leur rendait bien. Un jour, Yagi-san partit pour la ville. Elle allait aux provisions. Avant de partir, elle dit aux chevreaux: « Mes enfants, il faut être bien sage pendant mon absence. Vous ne sortirez pas. Vous n'ouvrirez la porte à personne, absolument à personne. Je serai bientôt de retour. Je vous apporterai des bonbons. » Les chevreaux promirent d'être bien sages, de ne pas sortir et de n'ouvrir la porte à personne. Absolument à personne. Et la chèvre partit, un panier au bras. Les enfants fermèrent toutes les portes. Puis, pour passer le temps, ils se mirent à jouer à pigeon-vol. Yagi-san marchait à grands pas vers la ville. Le loup la vit passer. Il eut l'idée de sauter sur elle et de la manger, car le loup aime bien les chèvres. Puis, réflexion faite, il se dit: « Au lieu de manger la maman, je vais manger les petits. Ils sont 8 et la chair est plus tendre. » Il se dirige de ce pas vers la maison de la chèvre. En route, il se lèche les babines et aiguise ses dents. « Pourvu que la porte soit ouverte, » se dit-il. Il arrive. La porte est fermée. Par une fente, il entrevoit les 8 chevreaux jouant à pigeon-vol. Il frappe doucement. « Qui va là ?» demande l'aîné des petits. « Il ne faut pas ouvrir. Maman l'a défendu, » dit le plus jeune. « C'est moi, » répond le loup. « Moi, votre tante. Vous savez, votre tante Ayatobi-san. Je vous apporte des bonbons. Ouvrez-moi. » « Cette voix n'est pas la voix de notre tante, » remarque l'un des chevreaux. « Notre tante a une voix bien plus douce, plus tremblante et plus traînante. »« Nous n'ouvrons pas à notre tante, » crie alors l'aîné des petits. Et tous se mettent à rire et continuent à jouer. Le loup a tout entendu. Il se reproche de n'avoir pas une voix douce, tremblante et traînante. « Je reviendrai, » dit-il. Et vite, il court chez un célèbre pharmacien.
Donnez-moi, lui dit-il, une médecine pour adoucir la voix et la rendre chevrotante. Le pharmacien lui donne le remède, mais le loup se garde bien de dire au pharmacien pourquoi il veut changer sa voix. Après avoir pris la médecine, il retourne à la maison de la chèvre. La porte en est toujours fermée. Les chevreaux jouent toujours. Le loup frappe doucement. « Qui va là ?» demande l'aîné des petits. « Il ne faut pas ouvrir, maman l'a défendu !» répète le plus jeune. « C'est moi !» répond le loup. « Moi, votre grand-mère. Vous savez, votre grand-mère, Nakigo-e-san. Ouvrez-moi, je vous apporte des feuilles de chou. » Un chevreau plus curieux s'approche de la porte et regarde par la fente. « Ce n'est pas notre grand-mère !» s'écrie-t-il. « Grand-mère a des pieds tout blancs, blancs comme de la neige. Celui-ci a les pieds tout noirs, noirs comme le charbon. »« Nous n'ouvrons pas à notre grand-mère !» crie l'aîné des petits. Et tous se mettent à rire et continuent à jouer. Le loup a tout entendu. Il se reproche de n'avoir pas des pieds blancs comme la neige. « Je reviendrai, dit-il. Et vite, il court chez un célèbre teinturier. « Veuillez me teindre les pieds en blanc, rendez-les blancs comme la neige. » Le teinturier lui teint les pieds. Mais le loup se garde bien de dire au teinturier pourquoi il veut avoir les pieds blancs comme la neige. Après cela, le loup retourne encore à la maison de la chèvre. La porte en est toujours fermée. Les chevreaux jouent toujours. Le loup frappe doucement. « Qui va là ?» demande l'aîné des petits. « Il ne faut pas ouvrir, maman l'a défendu !» répète le plus jeune. « C'est moi, » répond le loup. « Moi, votre maman. Je reviens de la ville et vous apporte des bonbons. »« La maman !» crient en chœur les 8 petits chevreaux. Cette fois, le doute n'est plus possible. La voix est la voix de la chèvre. Les pieds sont ses pieds. C'est la mère. La porte s'ouvre. Le loup entre. Le plus jeune des chevreaux se précipite derrière un paravent. Il se tient là, tremblant de peur. Il voit ses 7 frères disparaître, l'un après l'autre, dans la gueule formidable du loup. Celui-ci, ayant achevé son repas, quitte la maison de la chèvre et retourne à la forêt. Yagi-san revient de la ville. Elle voit la porte ouverte. Un pressentiment terrible la saisit. Elle entre et ne voit plus ses petits. Sur les nattes, des taches de sang. « Oh !» s'écrie-t-elle, en s'arrachant les poils de désespoir. « Ils ont ouvert la porte. Le loup sera venu et les aura mangés. » Et elle pleure. Le plus jeune des chevreaux s'était caché derrière le paravent. Le loup ne l'avait point vu. Apercevant sa mère, il sort de sa cachette, se jette dans ses bras et d'une voix tremblante lui raconte la terrible aventure. La chèvre, ayant tout entendu, se redresse furieuse. Ses yeux lancent des éclairs. « Je retrouverai mes petits !» s'écrie-t-elle, « et je me vengerai !» Et, suivie de son chevreau, elle s'élance à la piste du loup. Le loup était retourné au bois. Il s'était étendu dans un épais taillis, et là, tout en faisant sa digestion, il s'était endormi. Yagi-san trouve le loup endormi dans les broussailles. Son sommeil est profond. Il ronfle bruyamment. La chèvre s'approche sans faire de bruit car elle ne veut pas réveiller le loup. Elle prend des ciseaux et délicatement entr'ouvre la peau du ventre. Le loup ne se réveille pas. Les 7 petits chevreaux sont là, dans le ventre du loup, vivants, bien portants, entassés comme des petits oiseaux dans leur nid. Ils sortent en poussant des cris de joie. Ils reconnaissent leur maman, se jettent à son cou, la couvrent de caresses. Le loup est toujours endormi. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Vite, la mère ordonne aux 7 petits de lui apporter chacun une pierre. Les petits obéissent aussitôt. La chèvre prend les 7 pierres et les dépose dans le ventre du loup, à la place même où tout à l'heure étaient ces 7 petits. Puis, prenant une grosse aiguille et un gros fil, elle enfile la grosse aiguille et délicatement recoue la peau du ventre. Cela fait, elle se retire à l'écart avec ses 8 chevreaux. Pendant l'opération, le loup dormait toujours. Il se réveille au bout d'un quart d'heure, se lève, se frotte les yeux, s'étire. Son ventre est lourd, très lourd.
La digestion est difficile, dit-il à haute voix. Les chevreaux ont entendu. Ils étouffent un rire. Le loup est dévoré par la soif, une soif brûlante. Il descend vers un étang, s'approche et se baisse pour boire. Au même moment, les 7 pierres roulent l'une après l'autre jusque dans son gosier. Le loup, entraîné par le poids, tombe dans l'étang. La chèvre et les chevreaux voient le loup se débattre. Ils applaudissent, rient et chantent. Le loup est descendu jusqu'au fond de l'étang, d'où il n'est plus ressorti. La vengeance des chèvres est terrible. Les aventures de Benkei. Musashibo Benkei était, s'il faut en croire certains chroniqueurs, le 3e fils du bonze Bensho, prieur de l'antique et célèbre monastère de Gongen. D'aucuns disent pourtant qu'il avait le diable pour père. Les circonstances extraordinaires dont fut accompagnée sa naissance donnent à cette dernière opinion une certaine valeur. D'abord, au moment même où il vint au monde, il se produisit un tremblement de terre tel que, de mémoire d'homme, on n'en avait jamais vu. 2 énormes vautours vinrent se poser sur le toit du temple et poussèrent des cris lugubres. Benkei naquit, âgé de 18 mois, et possédant déjà 80 centimètres de taille. Il avait une chevelure touffue comme celle d'une jeune fille, des dents aussi longues que celles d'un enfant de 15 ans, un nez énorme, de grandes oreilles, 2 yeux flamboyants, du poil aux pieds et aux mains. Il était à peine né qu'il se mit à marcher, à sauter, à courir. D'un coup de poing solide, il réduisit en pièces la cuve dans laquelle on voulut lui faire prendre son premier bain. Le même jour, ayant par hasard aperçu dans la cour une poule qui prenait ses ébats, il se mit à sa poursuite, la saisit, lui tordit le cou, la pluma et la mangea, toute crue. Sa mère mourut en le mettant au monde. Le bonze ne se consola pas de la perte de sa femme qu'il aimait tendrement. Il accusa Benkei, non sans raison, d'être cause de sa mort. Il n'éprouva dans son cœur aucun sentiment d'affection à l'égard de ce monstre que les dieux ou le diable lui avaient octroyé. Il résolut de le chasser de la maison paternelle et de l'envoyer ailleurs, exercer ses précoces talents. Bensho avait une sœur qui répondait au doux nom de Sammi. Elle était d'une piété angélique, d'une douceur proverbiale, et point bavarde du tout, qualité qui, soit dit en passant, se rencontre rarement chez une sœur de bonze. Cette brave fille, qui n'avait pas d'enfant, éprouva pour son neveu autant de sympathie et d'affection que son frère lui portait d'antipathie et de haine. Elle demanda la faveur de prendre l'enfant chez elle et de l'adopter pour son fils, faveur que le bonze lui accorda avec le plus grand empressement. Benkei devint donc le fils adoptif de sa tante, la vertueuse Sammi. Celle-ci l'emmena à la capitale et se décida à lui faire commencer ses études. Il n'existait pas encore à cette époque d'école proprement dite. Le système de l'enseignement n'était pas, tant s'en faut, organisé comme de nos jours. Les rares jeunes gens qui voulaient étudier se réunissaient dans les monastères bouddhistes. Le bonze en chef du monastère était le principal de ces sortes de collèges. On le regardait par le fait comme un personnage tellement remarquable que son nom devenait historique et passait à la postérité. Il jouissait sur ses élèves d'une autorité absolue et incontestée, et son enseignement était réputé infaillible. Les études d'alors consistaient uniquement à apprendre et à retenir le plus possible des 80 000 caractères chinois. Études abrutissantes, qui énervaient l'intelligence, supprimaient toute faculté de jugement et d'initiative, faussaient la marche et la direction de l'esprit. La vertueuse Sammi, sœur du bonze Bensho, envoya donc Benkei, son neveu et fils adoptif, dans une de ces maisons que l'on nommait alors des Terrakoya. Elle choisit pour lui le célèbre monastère de Yezan, situé sur la montagne du même nom, à quelques lieues de la capitale. Ce monastère avait alors pour chef l'un des bonzes les plus renommés de l'époque. On l'appelait Kankei. Le nouvel élève avait alors 6 ans. Comme il avait grandi très vite, il possédait déjà, quand il entra au monastère, la taille d'un homme de 30 ans.
Sa longue chevelure flottante, ses yeux à l'expression sauvage et brutale, son visage d'une laideur repoussante, les poils de ses mains. Tout dans sa personne inspirait la crainte et éloignait l'affection. Ses condisciples, en le voyant, lui donnèrent aussitôt le surnom d'Oniwaka, terme qui signifie « jeune démon ». Pendant les premiers mois que Benkei passa au monastère, il se montra docile à la direction et aux avis de son illustre maître, bon et affectueux à l'égard de ses nombreux camarades. Il travailla avec ardeur, fit des progrès rapides et se tint tranquille et sage, comme le plus doux des agneaux. Le bonze, son maître, s'extasia devant ce prodige, ne lui ménagea point les compliments ni les éloges, et le considéra comme une gloire du monastère. Malheureusement, ces excellentes dispositions ne tardèrent pas longtemps à se modifier chez le jeune disciple. Il commença bientôt à préférer les amusements à l'étude. Il se mit à taquiner ses camarades, à commettre toutes sortes d'espiègleries. Son amour de la lutte corps à corps devint extraordinaire. Chaque jour, il provoquait des jeunes gens de l'école et prenait un grand plaisir à leur faire mordre la poussière. Une de ses récréations favorites était de s'en aller, seul dans la montagne, pour y déraciner des arbres et y faire des dégâts. Le bonze, contrarié de la mauvaise tournure que prenaient les choses, essaya tout d'abord de ramener le turbulent disciple par des remontrances amicales et de paternels conseils. Benkei écoutait en silence, promettait de se corriger et n'en faisait rien. Un soir, il s'était échappé dans la montagne selon son habitude. Dans l'intérieur du monastère, tout le monde dormait. L'Hercule arracha au sol un énorme bloc de pierre que tout autre que lui eût été impuissant à faire remuer. Il le place sur une pente et le pousse dans la direction du temple. La pierre tombe sur la toiture avec un fracas épouvantable et cause au monastère des dommages considérables. Le bonze, furieux, enferme alors le dangereux espiègle dans un sombre et étroit cachot. Il lui déclare avec colère qu'il n'en sortira plus. Benkei attend la nuit. Quand il voit que tout est tranquille et que bonze et élèves sont plongés dans le sommeil, il fait sauter une à une les barres de fer qui ferment la fenêtre de sa prison. Il s'échappe dans la cour, ramasse une poutre énorme avec la même facilité qu'un écolier ramasserait une règle, et la brandissant dans l'espace comme un puissant levier, il abat toutes les portes, renverse les murailles, brise tout ce qu'il rencontre. On eût dit un éléphant en furie, qui de sa trompe jette à terre et détruit tout ce qui s'oppose à son passage. Bonzes et élèves, réveillés en sursaut, se sauvent à la hâte en poussant des cris d'effroi dans la nuit sombre. Le monastère fut détruit de fond en comble. Alors Benkei, calmé dans sa colère et satisfait dans sa vengeance, pensa qu'il n'avait plus rien à faire à Hiezan et quitta la montagne. Il avait alors 10 ans accomplis. Il ne voulut pas retourner chez sa mère adoptive. Il résolut de dire un éternel adieu au travail et à l'étude, aux bonzes et au monastère. Il lui vint l'idée de parcourir le monde, à la recherche des aventures, sans loger ni s'arrêter nulle part, de mener désormais une vie indépendante et vagabonde, et de s'abandonner au destin, au hasard et aux caprices. C'est ce qu'il fit. Benkei descend donc la montagne. Il voit une barque amarrée au bord de la rivière. Il la détache, y monte et se laisse aller à la dérive. Le courant l'emporte au pays de Awa. Là, il débarque, traverse la contrée, dormant la nuit à la belle étoile, se nourrissant des fruits, des poules, des animaux qu'il peut dérober au passage, ne parlant à personne et marchant au hasard. Il arrive ainsi au pays de Harima. Là se trouve la montagne du Shoshazan. Sur le sommet de cette montagne s'élève le célèbre monastère du même nom, dirigé par le bonze Shinanobo, l'un des plus savants et des plus renommés de l'époque. Ce bonze avait sous sa direction plusieurs centaines de disciples, venus à lui de tous les coins du pays, attirés par sa haute réputation de science et de vertu. Benkei aperçoit le monastère. À sa vue, il commence à se sentir fatigué de cette existence vagabonde qu'il mène depuis plusieurs mois. Une envie folle le prend de redevenir élève, de se remettre à l'étude. Il gravit donc la montagne et va demander à Shinanobo de l'admettre parmi ses disciples. Le bonze,
apercevant cet Hercule à l'aspect sauvage et féroce, refuse tout d'abord de l'introduire auprès de lui. Mais Benkei le menace, s'il ne l'accepte pas, de faire de son monastère ce qu'il a fait du monastère de Yézan. Le bonze, épouvanté, le reçoit donc au nombre de ses disciples et lui demande en retour d'être bien docile et bien sage, ce que l'autre promet et jure sans difficulté. Parmi les étudiants du monastère, il s'en trouvait un, doué d'une force prodigieuse et renommé pour son caractère espiègle et méchant. Il était la terreur de tous ses camarades. La puissance de ses muscles lui octroyait sur eux une supériorité incontestable dont il abusait en toute occasion. Outre sa méchanceté diabolique, ce jeune homme était possédé d'un orgueil extrême et d'une pédanterie insupportable. Il ne pouvait sentir près de lui un rival, ni que quelqu'un lui fût comparé. Ce disciple se nommait Kayémon. Il était âgé de 18 ans. Lorsque Kayémon vit le nouvel élève, son instinct le prévint qu'il se trouvait en face d'un rival redoutable. Il comprit que Benkei le surpassait en force, et allait, de ce fait, causer un tort irréparable à son ascendant et à son influence. Aussi, dès la première rencontre, il lui voua une haine mortelle. Mais n'osant pas encore attaquer en face ce terrible adversaire, il attendit une occasion favorable. Cette occasion ne tarda pas à s'offrir. Il y avait une semaine environ que Benkei était entré au monastère. Un jour de grande chaleur, après le repas de midi, étendu sur une natte, il s'était endormi. Kayémon l'aperçoit et juge le moment venu de jouer à son ennemi un tour de sa façon. Il s'approche, sans bruit, prend un pinceau, l'imbibe d'encre et trace sur le front du dormeur les 3 caractères chinois qui signifient « Je suis un imbécile ». Puis il se retire lentement et va rejoindre ses camarades auxquels il se hâte d'annoncer la chose. Benkei se réveille quelques instants après. Il est loin de se douter qu'il porte sur son front les caractères infâmes. Il se lève et, insouciant, se dirige vers la cour où s'amusent les élèves. À peine l'a-t-on aperçu que toute la troupe se met à rire et à chuchoter à voix basse. Benkei ne comprend pas la cause de cette hilarité générale. Il s'avance vers les rieurs et d'une voix où tremble déjà sa colère. « Qu'avez-vous » leur dit-il. « Et pourquoi riez-vous de la sorte ?» Kayémon sort du groupe et faisant à son adversaire un salut ironique. « Monsieur Benkei, lui répond-il, quelle est donc cette fée bienfaisante et tutélaire qui, durant votre sommeil, est venue de sa main mignonne tracer sur votre auguste front votre nom et votre qualité ?» Il dit, et le fou rire devient plus bruyant dans la tourbe des disciples intrigués qui prévoient une bataille. Benkei a bondi sous l'insulte. Sa colère et sa surprise font pressentir les plus terribles éclats. Il se contient pourtant encore. Il s'approche d'un baquet rempli d'eau et s'y mire. La surface liquide lui reflète les 3 malheureux caractères qui l'ont couvert de honte et l'ont rendu l'objet de la risée universelle. Alors, sa fureur ne connaît plus de bornes. Le rouge de la colère et de l'indignation lui afflue au visage. Il bondit comme une bête fauve, s'empare d'un énorme bambou et se jette au-devant de la troupe des écoliers, qui, pressentant une épouvantable catastrophe, commencent à pâlir. « Lâche !» leur crie Benkei, d'une voix étouffée par la colère. « C'est pendant que je dors que vous venez m'insulter et vous moquer de moi ? Que celui d'entre vous qui a écrit sur mon front ces caractères ignobles se dénonce à l'instant, sinon je vous écrase tous, comme des vers de terre. » Et le bambou menaçant se balançait dans l'air. Kayémon juge que le moment est venu de se mesurer avec son ennemi. Il s'avance vers lui, et le toisant du regard. « Benkei, lui dit-il, tu veux qu'il se dénonce ? Eh bien, je vais te le dire. C'est moi qui ai écrit... » Il n'eut pas le temps d'achever. L'Hercule l'avait saisi par la ceinture. Il l'éleva du sol avec la même aisance qu'il eût soulevé une plume, le fit tournoyer un instant dans l'espace et le lança dans l'air à une hauteur vertigineuse. Le malheureux Kayémon,
retombant de tout son poids au bout de quelques secondes, vint s'aplatir dans la cour devant ses camarades terrifiés. Son corps n'était plus qu'un hideux mélange de sang et de chair, d'os et de membres disloqués. Au-dessus de cette bouillie informe planait le rire atroce du géant. Tous les élèves épouvantés de cette scène s'enfuient en désordre et se réfugient dans l'intérieur du monastère. Mais Benkei n'est pas satisfait encore. Il veut achever sa vengeance. Il se précipite dans le jardin, déracine tous les arbres qu'il rencontre, les transporte et les entasse tout autour de l'immense édifice, en fait un énorme bûcher et y met le feu. Au bout de quelques heures, le célèbre monastère de Shoshazan n'était plus qu'un monceau de cendres. Benkei, calmé par ce nouvel exploit, quitte alors la montagne et se retire à la capitale. Sa mère adoptive, la vertueuse Sammi, avait quitté ce monde, et notre héros se retrouve seul. Il sent son âme envahie par une passion de bataille. Se battre encore, se battre toujours. Tel est l'idéal vers lequel convergent tous ses rêves. Son humeur querelleuse lui suggère une idée infernale. Il ira tous les soirs se poster sur le pont de Gojo. Là passent incessamment des hommes d'armes et des porteurs de sabres. Il les provoquera, les jettera par terre, les tuera s'il le faut, et leur prendra leurs armes. Il ne s'arrêtera qu'après s'être emparé de 1000 sabres, qu'il pourra contempler comme trophée de ses victoires. Ou bien, il s'arrêtera encore si jamais il lui arrive, ce qui ne lui est pas encore arrivé, d'être terrassé à son tour par un adversaire supérieur. Tel fut le plan qui germa dans sa tête diabolique. Benkei se rendit donc chaque soir sur le pont de Gojo. Dès qu'il voyait un homme passer portant un sabre, il l'insultait, lui cherchait querelle, le provoquait à la lutte. Celle-ci n'était généralement pas longue. Benkei restait toujours victorieux et les sabres, pris un à un, s'entassaient. Il possédait déjà 999 sabres, qu'il avait ainsi arrachés à tout autant de guerriers. Il ne lui en manquait plus qu'un, pour arriver au nombre au bout duquel il devait cesser ses querelles et prendre son repos. C'était le soir du 15e jour du 8e mois. Benkei s'était, comme à l'ordinaire, rendu sur le pont de Gojo. La lune, pleine et brillante, se reflète poétiquement dans les eaux limpides de la rivière. Benkei, appuyé sur le parapet du pont, tenant à la main son sabre favori à l'aide duquel il a terrassé tant d'adversaires, contemple le paysage. Il attend, tranquille et sûr, le 1000e malheureux dont il pourra saisir l'arme pour compléter son trophée. Tout à coup, retentit dans le lointain un son mélodieux de flûte champêtre. « Voilà quelques mendiants, » pense Benkei. Le son se rapproche. Au bout de quelques instants, une forme humaine apparaît à l'entrée du pont. La taille est petite, la tête enveloppée d'un voile blanc. Les pieds sont chaussés de djetta, laqués en noir. « C'est une femme » pense Benkei. Et comme jamais il n'a cherché querelle à une femme, il s'apprête à la laisser passer. Mais voilà que cette prétendue femme s'approche du géant, tout en jouant de la flûte, et d'un coup de pied adroit jette à terre le sabre qu'il tenait à la main. Benkei, surpris et furieux, lui dit « Si tu n'étais une femme, tu n'aurais plus qu'1 minute à vivre. » Un éclat de rire bruyant part de dessous le voile en guise de réponse. Benkei, alors, tout en se baissant pour ramasser son arme, soulève d'une main le voile qui recouvre la tête et cache la figure. Il s'aperçoit alors qu'il a affaire à un gracieux et élégant jeune homme. Ce jeune homme porte, passé dans la ceinture, un magnifique sabre à poignée d'or. Benkei le contemple avec un regard de convoitise. « Ce sabre, se dit-il, fera très bien pour terminer ma collection. » Et il essaie de s'en emparer. Mais le jeune homme, d'un mouvement rapide, le frappe violemment au front d'un coup de son éventail. Benkei, pâle de colère, lève son sabre pour trancher la tête à ce trop audacieux adversaire. Mais celui-ci, lui retenant le bras d'une main et de l'autre arrachant l'arme, la jette dans le fleuve. La lutte ne fut pas longue. Benkei fut terrassé, vaincu, pour la première fois de sa vie. Et son premier vainqueur fut un jeune homme, petit de taille, à l'aspect délicat et frêle.
Le géant se prosterna. « Qui es-tu donc ?» demanda-t-il. « Toi qui as terrassé l'invincible Benkei. »« Je suis, » répondit le jeune homme, « le fils et serviteur du ministre Yoshitomo. »« Ton nom ?»« On m'appelle Ushi Wakamaru, ou si tu le préfères, Yoshitsune. »« Yoshitsune ? C'est vous, dont la renommée est si grande ? Ah, je suis heureux d'avoir été vaincu par le fils de Yoshitomo. » Benkei, comme il se l'était promis, cessa dès ce jour ses querelles et ses luttes. Il demanda et obtint de devenir l'écuyer de son vainqueur, et Yoshitsune n'eut pas de serviteur plus fidèle. Bonjour et bienvenue dans ce troisième vlog lecture sur les fables et légendes du Japon de Claudius Ferrand. De manière générale, je trouve que pour les 3 contes qu'on a eus, on a, je pense qu'il y a des contes qui sont vraiment, qui font partie du folklore, voire même de l'histoire du Japon. En particulier le 3e, parce que j'ai ouvert une page Wikipédia, je vais vous en parler. Mais je trouve que, alors si vous vous souvenez bien, j'avais dû vous en parler dans le premier vlog lecture peut-être, ou le 2e. Je pense que c'était dans le premier. Le but de ce recueil de contes pour Claudius Ferrand, c'est que les Japonais qui l'évangélisaient et à qui il apprenait le français aient sans doute une base culturelle familière pour pouvoir apprendre une langue étrangère qui est quand même pas... À mon avis, si on apprend une langue étrangère dont on ne partage pas l'écriture, pas les mêmes types de caractères, ça doit être bien tendax. J'ai pas testé. L'arabe ou le russe, ou encore le russe, ça peut ressembler un peu, le cyrillique peut ressembler un peu au latin, mais le chinois, le japonais, ça doit être quand même bien tendu. Et ce qui fait que aujourd'hui encore, parce que je m'étais un petit peu renseignée sur le français langue étrangère, quand on apprend par exemple la langue française à des étrangers, plutôt des migrants de nos jours, le but en fait c'est de partir du quotidien et de quelque chose qu'ils connaissent. Donc le quotidien c'est comment s'appellent les habits que tu as sur toi, comment faire pour faire des démarches administratives ou trouver un travail, des choses comme ça, comment s'appellent les fruits et légumes que tu vas acheter au magasin, etc. Et là en fait l'idée de Claudius Ferrand de partir de la culture japonaise pour enseigner le français à des étudiants japonais, ben c'est super. Donc je sais pas s'il y avait quelque chose de très académique à cette époque-là pour ce public-là, mais en tout cas je trouve qu'on sent déjà qu'il y a un respect pour cette culture et un respect pour ses élèves. Après, il y a le but, évidemment, d'en faire de bons petits chrétiens, j'imagine, parce que c'était un missionnaire. Mais quelque part, je les ai mieux appréciés, je pense, ces contes-là, que je crois que c'était ceux de la semaine dernière que j'ai un peu moins aimé. Même si là, on a des choses qui... Enfin, l'histoire avec la chèvre, ses chevreaux et le loup, pour moi, c'est clairement un conte pour enfants. Les autres, un peu plus... peut-être plus adultes. Enfin, plus tout public. Mais la chèvre et le loup, on est clairement sur du conte pour enfants. Donc, là, on a lu 3 contes. L'unique parapluie. Donc, l'unique parapluie, on est dans une ville. On parle de boulevard et compagnie. Et il y a notre petit... le truc que je trouve intéressant, c'est déjà la description des différents... camelots, entre guillemets, qui travaillent dans cette ville. Donc celui qui vend les médicaments, le diseur de bonne aventure, celui qui vend des bouquins pour les étudiants qui ont le diable le diable dans la bourse, parce qu'ils sont pas un rond. Et j'aime bien en fait comment tout ça est décrit. Je vais regarder ce que c'est un kurumaya, d'ailleurs. Kurumaya, alors kuruma est un mot japonais qui désigne un véhicule doté de roues. Je vous redis juste la phrase parce que je l'ai sous les yeux.
de temps à autre des cris variés. C'est un Kurumaya qui se fait un passage à travers la foule. Il tire en courant sa voiture sur laquelle se prélasse un monsieur à la dernière mode, tout fier de voir qu'on se dérange pour lui. Donc là, c'est juste le petit passage sur le Kurumaya. C'est peut-être pas le bon terme en fait, je sais pas, ou alors ça se dit pas comme ça. Là, je suis sur le site kotoba.fr. Kuruma s'écrit avec un kanji qui représente, donc kanji c'est les caractères, peut-être pas le bon terme, hein. Deux roues qui sont reliées par un essieu. Pourquoi seulement deux roues? Parce que le terme kuruma n'a pas toujours signifié voiture dans le sens automobile, jidosha, et qu'au Moyen-Âge, il désignait les chars à bœufs, jisha. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Ils étaient utilisés avant tout par la noblesse kizoku afin de transporter des personnes. C'est un pouce-pouce, quoi. Le pouce-pouce vietnamien, c'est une petite charrette à bras qu'on tire en fait en courant, c'est ça, hein. C'est une brouette à l'envers quelque part. Je me trompe pas. Mais bref, je trouve que c'est intéressant quelque part. Enfin, moi je connais pas du tout la culture japonaise, comment ça se passe dans ces pays et tout ça. Donc là, il y a plein de trucs sur lesquels, enfin, on va voir un peu la vision. Si on connaît pas ce pays-là, je pense qu'on va voir un peu la vision esthétisante. Il y a quelquefois il y a quelque temps, il y avait eu il y a 150 ans peut-être, l'orientalisme, notamment, ça pouvait être autant des peintures plutôt classiques, enfin aujourd'hui, de du Moyen-Orient, quoi, du pourtour méditerranéen, des scènes du Maghreb, etc. Donc plutôt de pays peut-être colonisés, pas tous, hein. Mais il y avait aussi, moi je me souviens que on avait été voir une exposition consacrée à Van Gogh. Et Van Gogh, en fait, il était passionné d'estampes japonaises. Donc, ce qui voulait dire qu'il y avait des estampes japonaises qui venaient jusqu'en France pour être vendues à des gens à des collectionneurs, enfin des gens qui étaient passionnés par cette culture-là et qui a d'ailleurs inspiré Van Gogh. Mais bref, donc quand on connaît pas une culture, on va juste avoir des images un peu d'épinal sur cette culture. Donc enfin, on va voir les geishas, on va avoir peut-être des coiffures un petit peu étranges, un monde qui est assez hiérarchisé. C'est grosso modo ce que j'en ai, quoi, comme quelque chose d'assez caricatural et certainement très éloigné de la réalité. Mais je trouve que c'est intéressant qu'il fasse toutes ces descriptions-là, les spectacles, le bouquiniste et tout ça. Et le truc, c'était assez rigolo, c'est que quand Yotaro rencontre le camarade d'école et qui se dit en gros, mais pourquoi tu portes un parapluie alors qu'il pleut pas, je trouvais ça intéressant que ce soit en vers. Le fait qu'il y ait cette forme-là avec les dialogues qui sont des vers, est-ce que c'est une traduction? Peut-être. Je ne sais point. Mais j'ai trouvé intéressant le côté, on a une famille pauvre, on a un seul parapluie, mon père l'utilise quand il pleut, ma mère elle l'utilise quand il fait beau. Du coup, moi je l'utilise quand il fait moyen, quoi. Et parce que quelque part, il y a le côté un peu l'aspect futilité, puis l'aspect fierté d'avoir un bel objet aussi. Quand on n'a pas grand-chose, on est content d'avoir un bel objet. Et j'aimais bien la chute, elle était assez rigolote. Le fait qu'il a failli crever un œil il a failli crever un œil à un passant et que du coup, maintenant, il ira promener son parapluie là où il y a personne. Bon, c'est mignon quoi. C'est assez mignon. Donc les 8 chevreaux, pour moi, on était plus sur un conte pour enfants, comme un petit peu certains contes de Perrault, certainement. Euh, ou les fables de l'époque, hein, quand il y avait les loups et compagnie. Souvent, les loups, donc là aussi, apparemment, les loups, ils ont une petite tendance à se faire avoir. C'est le diable, en gros. Mais, ouais, enfin, j'aimais bien le côté un peu répétitif. À chaque fois, c'est l'aîné qui demande qui est à la porte, le petit qui dit, bah non, faut pas qu'on ouvre parce que maman, elle a dit qu'il fallait pas qu'on ouvre et compagnie. Le loup, quelque part, il est un peu con parce qu'il arrive en disant, je suis votre tata. Ah oui, mais t'as pas la bonne voix. Donc il va prendre un remède pour avoir la voix de tata. Mais il revient avec un remède pour la voix de tata. Mais il dit du coup, je suis votre grand-mère. Ah ben non, t'as pas les pieds de la bonne couleur.
Ah mince, du coup je vais faire teindre mes pieds, je reviens, et ben du coup je suis votre mère. Donc il a la couleur des pieds de la grand-mère et, et il a la voix de la tata. Donc il y a un côté assez répétitif comme ça qui fait un peu presque comptine, mais je crois que c'était pas le seul. Il y a eu d'autres aussi où il y avait des répétitions comme ça. C'est Mimi quoi, enfin ça passe. Je trouve que c'est tout à fait un conte qu'on peut lire à des enfants celui-là. Il est cool. Mais je vais pas avoir grand-chose à dire là-dessus à part ça qu'au niveau de la forme c'est répétitif et compagnie et que pauvre petit loup qui va aller se noyer dans son lac là. Mais bon. Alors Benkei, du coup, j'ai trouvé des occurrences. Alors apparemment, ça peut s'écrire Benkei, donc c'est B-E-N-K-E dans le bouquin de Claudius Ferrand, et sur Wikipédia France, c'est Benkei, B-E-N-K-E-I. Musashibo Benkei. C'était un moine guerrier et un Yamabushi des ascètes montagnards. Et un compagnon de... Alors la personne qu'il a battu à la fin, c'est Minamoto no Yoshitsune, un samouraï général, Kamakura, je sais pas ce que ça veut dire, et le fils d'un shogun. Donc, on revient à Benkei. Benkei, dans ce que dit Wiki, c'est que il est décrit comme un homme très fort, il est censé mesurer plus de 2 mètres de haut, très loyal, un des sujets favoris du folklore japonais. Sa vie a été tellement utilisée et distordue dans le kabuki, donc c'est un théâtre classique japonais, forme épique du théâtre japonais traditionnel. Et le théâtre no, alors apparemment, Benkei, il est beaucoup présent dans des jeux, dans des bouquins, enfin des histoires japonaises. Il y a dans des mangas, etc. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Et je trouve par contre il y a un côté assez déterministe. Parce que là, dans la version de Claudius Ferrand, il est dit que c'était peut-être le fils d'un démon. Et que donc, si t'es le fils d'un démon, tu vas forcément être mauvais. Donc là, il y a évidemment il y a une apparence qui est quasiment gargantuesque. Je dis quasiment parce que Gargantua, on est hors norme, mais Benkei, il est quand même très grand. Très grand, très fort, très poilu. Un peu sauvage, quoi. Et il y a la colère qui est tout le temps présente, il y a le fait qu'il soit très très fort, il y a une apparence qui est différente, ce qui fait que il tient beaucoup de son père. Mais je trouve que c'est intéressant et qu'on retrouve en fait pas mal de... Je vais pas avoir d'idées comme ça d'exemples, mais ça m'est assez familier. Le fait que... bah, on a Merlin comme fils d'un démon. Merlin dans la légende arthurienne. C'est censé être le fils d'un démon et peut-être bien d'une vierge. Peut-être bien d'une nonne. Je sais plus exactement, nonne ou une moniale, je suis pas sûre. Je couperai pas ma main, je mettrai pas ma main à couper, mais ce sont des choses qui sont assez classiques du Moyen Âge aussi en Europe, où quand il y a des naissances qui sont, je pense à Mordred par exemple, le fils du roi Arthur et de sa demi-sœur Morgane. Mordred il finit pas bien, mais après là c'est peut-être aussi pour dire l'inceste c'est pas bien, effectivement. Mais euh, pour en revenir à Benkei, oui, il est tout à fait caractérisé comme quelqu'un qui a une naissance extraordinaire, un peu malédiction sur les bords. Et après, j'ai l'impression qu'il y avait aussi des notions de si on se fait des promesses. Là, il s'est fait les promesses de euh, je me bats contre 1000 bonhommes, je récupère 1000 sabres et après je finis. Ou alors je finis de taper tout le monde si quelqu'un me bat. Et en fait, il a été battu. Mais peut-être qu'il ne pouvait pas être gagnant parce qu'il a une ascendance un peu démoniaque sur les bords. Et qu'il a pété un peu de monastère au passage aussi, qu'il en a fait cramer un et tout ça, et qu'il a sa petite répute. Et je crois qu'il se tenait aussi sur un pont. Les ponts, alors je vais penser surtout aux trolls, je pense.
il y a peut-être des légendes aussi en Bretagne avec des ponts, mais souvent, il peut y avoir une créature qui garde ce pont et qui empêche le passage. Parce que il faut... je crois qu'il y a ça aussi peut-être bien dans... peut-être bien dans La Roue du Temps, j'ai un petit doute là. Ça vous dit rien? Mais pour moi, les ponts, c'est aussi une... C'est un... c'est une thématique qui peut être récurrente dans des contes ou dans des histoires un peu locales avec le petit diable du coin qui emmerde les gens et qui les empêche de passer. Ça me... Il y a les trolls qui gardent les ponts dans la mythologie nordique, scandinave, enfin là où ça caille. Euh, J'ai pas d'autres idées comme ça. Mais oui, enfin, c'est quelque chose qui m'est pas complètement inconnu. Et en fait, peut-être que Benke, il avait juste besoin d'être loyal à quelqu'un parce que là, en fait, il promet sa loyauté à la fin à cet homme petit et délicat qui l'a battu quand même. Mais pourquoi le petit et délicat a-t-il battu la force brute? Parce que le petit et délicat, c'est un gros aristocrate et qui a sûrement eu une éducation martiale, donc il sait faire en fait. C'est pas Shrek avec son gourdin quoi. Mais ouais, je trouve ça sympa. Franchement, ça passe, ma foi. Et bah, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît aussi. Pour vous repérer, je crois que je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, mais là, on sera à la page 93 sur 141. Il y aura 3 contes la prochaine fois. La vidéo sera sans doute un poil plus courte. Et après, il va y en avoir un, deux, trois. Et trois après. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît. Je suis déjà en train de penser à ce que je peux lire par la suite. Je me disais pourquoi pas un petit Sherlock, là ça fait un moment. Parce que j'ai encore un recueil de nouvelles de Sherlock. Je crois que le prochain à lire c'est un recueil de nouvelles. Après les 2 premiers romans et le premier recueil de nouvelles. Je pensais à ça. Je pensais aussi, pourquoi pas, je crois que j'avais sélectionné 5 nouvelles de Prosper Mérimée, et c'est pas les plus trash, parce que Prosper Mérimée, il y a un petit côté quand même assez... c'est un peu lourd. Donc ça pouvait être Prosper, ou Sherlock, j'ai pas trop d'idées spécialement encore. Faut que je me remotive pour faire le théâtre. Je vous avais proposé plusieurs pièces de théâtre, mais à voir. Parce que là, il reste que deux histoires, deux vlog lecture. Passez une très bonne journée. À demain pour la suite des Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard, si vous voulez. La semaine prochaine, c'est soit trois romans auto-édités, donc une romance contemporaine qui se passe au Japon, une fantaisie avec des sorcières qui sont en danger dans le royaume dans lequel elles vivent, et une romance cannibale. Donc ça peut être ça, ou ça peut être 3 livres audio. Donc il y avait une grosse nouvelle de Dostoïevski qui faisait penser beaucoup à Cyrano, Cyrano de Bergerac. Il y avait aussi un policier, et je crois que l'autre c'est plus un thriller, que j'ai écouté sur Audible. C'était des romans qui étaient courts. Un qui était récent, de Frank Buis, et l'autre de Wainwright, j'ai plus le prénom, John Wainwright, qui est des années 80, je crois, donc c'est sexiste sur les bords, parce que les gens l'étaient. Et parce que l'auteur, il est né dans les années 20. Donc, dans les années 20, on n'était pas non plus au top, il y a 100 ans, au top du féminisme. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, à voir. C'est ça ou ça. Très bon samedi à vous. À tout bientôt. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!